Bonjour, bonjour et bienvenue à cette première table ronde de Aquitaine, intitulée Internet sous pression, quid de nos données. Je suis Christine Samandel, Chief of Staff au sein de Tetris, et j'ai l'immense joie d'être fort bien entourée aujourd'hui pour discutailler de ce passionnant et vaste sujet une demi-heure durant. Vous le ferez bien mieux que moi, alors que dites-vous, messieurs, de commencer ce tour de parole par vous présenter? Matt? Merci Christine. Donc je m'appelle Mathieu Suy, je suis le fondateur de Comé, qui est une startup d'analyse mémoire pour le forensic et la réponse à incident dans le cloud. Nicolas? Bonjour à tous, Nicolas Fischbar, je suis le Global CTO et VP of Sales Engineering chez ForcePoint et depuis récemment, a priori aussi le fédéral de la sécurité d'Ixid Math. Donc je ne sais pas encore, il faudra que je trouve un concurrent pour Robert De Niro pour la prochaine pub sur Zermatt. Et Laurent? Bonjour Christine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Laurent Oudot, je suis cofondateur de Tetris et directeur technique CTO à Tetris. Alors, pour revenir sur le sujet, la production de données, et cela n'est un secret pour personne, est devenu un enjeu majeur qui modifie à la fois des modèles d'organisation, mais aussi de pensée. La donnée est un atout, et nous le savons, notamment dans le cas de l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas de recherche, de détection, mais c'est aussi un risque. C'est une menace, et sans maîtrise, cela peut créer des vulnérabilités. Entre 2019 et 2020, l'ANSSI a détecté plus de 255% d'attaques par rançongiciel. Hôpitaux, entreprises, administrations, tous sont pris pour cible et il ne se passe pas un jour sans une nouvelle annonce. Et encore, ce sont seulement les attaques qui ont été déclarées au grand public et aux administrations. Face aux pressions sanitaires, technologiques et géopolitiques, une prise de conscience forcée et un petit peu urgente est exigée afin de solutions, de sécurisation et de protection. Au cours des prochaines minutes, nous allons évoquer l'impact et la prise de conscience qui a suivi la pandémie, la mise en exergue de problèmes et de lacunes, aussi bien en termes de sécurisation mais aussi d'organisation, et nous allons évoquer brièvement des exemples d'incidents et leur impact. Commençons d'abord par l'impact de la pandémie. Quelle a été l'adaptation des entreprises ? Comment s'est matérialisée l'adaptation des entreprises qui ont été légitimement mises au télétravail. Matt, Nicolas, avez-vous déjà un premier regard sur cette adaptation? L'adaptation qu'on a vue en priorité, c'était que déjà les petites entreprises étaient un peu mieux préparées que les plus grosses. Dans certains cas, en tout cas pour tout ce qui est télétravail, en tout cas en tech et surtout pour les startups. Alors qu'il y avait énormément d'entreprises qui avaient du mal un peu à faire la transition en télétravail. Et énormément d'entreprises ont dit qu'en quelques mois, ils ont vu près de... Bon, après, il n'y a pas de chiffre qui le prouve exactement, mais l'équivalent de 10 ans de transformation digitale au sein de leur entreprise. Ouais, je pense qu'on a effectivement vu ça, ce que tu dis, quoi. La pandémie, malheureusement, ça a été un catalyste de la transformation numérique. Et finalement, tu as des départements IT, des DSI, des RSSI, qui en l'espace de quelques week-ends, quelques semaines, ont basculé le modèle organisationnel de l'entreprise en permettant le travail à distance. Surtout tout ce qui est accès à distance, etc., mise à disposition d'applications SaaS par rapport aux applications métiers, etc. Mais je pense que le sujet d'aujourd'hui et le débat, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quel est le contre-coup? L'exposition des données, le fait de pouvoir justement rendre le télétravail possible, cette flexibilité, cette disponibilité des données en ligne. Comment est-ce que la posture sécurité de l'entreprise a évolué? Est-ce que vous pensez que les structures, les entreprises, mais aussi les structures critiques et stratégiques qui sont les plus exposées, étaient déjà préparées? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'anticipation? On l'a vu pour les structures hospitalières. Est-ce qu'il y a un manque de culture du télétravail qui a été montré du doigt par cette pandémie? Tout à fait, il y a eu vraiment un manque de préparation, mais pourtant, il y a quelques années, y compris sur le territoire national, en France, avec ces histoires de certaines formes de grippe, il y avait eu des tentatives d'acheter plus de VPN pour se préparer à un télétravail à marche forcée, qui n'a finalement pas eu lieu. Donc il y a déjà eu à un moment dans l'esprit des DSI, des RSSI, cette hypothèse d'un télétravail à marche forcée. Là, ce qu'on a pu voir, exactement comme disait Matt et Nico, c'est qu'il n'y a pas eu de prévisionnel fort là-dessus. C'est arrivé brusquement et ces histoires de digitalisation, enfin, ou numérisation,
étaient pas du tout anticipés comme il faut. Mais pas seulement en France, en Europe et même aux États-Unis, on le voit. Donc tout le monde s'est retrouvé à un moment chez soi avec de la data, de l'entreprise et des fois sur des équipements qui étaient des équipements personnels parce que les entreprises n'avaient même pas pu non plus acheter des ordinateurs. Donc tout d'un coup, on a eu de la data qui est partie n'importe où, que ce soit dans le cloud ou dans les domiciles. Et on en rigole, mais c'est ce qu'on disait en anglais, c'est branch office of one. Donc, je veux dire, chaque personne, chaque maison, chaque réseau Wi-Fi, c'est devenu une agence d'une personne. Et c'était un changement radical. Et je pense que tu vois, beaucoup de DSI ou de RSSI poussaient déjà dans cette direction-là depuis bien longtemps. Mais je pense qu'ils sont un peu atteints au plafond de verre du conseil d'administration. Et ce plafond de verre s'est cassé en un week-end dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de verticaux, etc. Mais après, c'est la marche forcée, quoi. Mais tu courais après tous les autres. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je pense que c'est dommage parce que, justement, dans les projets de certains DSI ou RSSI, ils avaient la volonté de le faire de manière structurée avec de nouvelles formes de solutions de sécurité qui s'inspirent, pourquoi pas, des modèles à la Beyond Corp de Google en mode Zero Trust ou autre, qui ont énormément évolué et qui sont des fois du bullshit marketing, mais des fois pas forcément. Il y a quand même du concept intéressant. Et justement, cette perte de contrôle, elle est flagrante et elle aura des impacts. Et juste pour conclure sur ça, Laurent, c'est exactement ce qu'on voit dans l'entreprise. Ce modèle Zero Trust, Network Access, Beyond Corp et autres, les gens ont évolué leur mentalité d'un simple accès VPN où tu as accès au réseau de l'entreprise et à regarder l'utilisateur et à quelles données il veut accéder et comment est-ce que tu fais ce qu'on appelle de l'autorisation constante. C'est-à-dire tu supervises, tu monitores l'utilisateur et en fonction de son niveau de risque et de la donnée à protéger, justement le sujet de ce panel, ça évolue. Donc, Zero Trust, c'est pas un nouveau concept, ça fait 10-15 ans qu'on en parle, mais maintenant, on commence à voir les entreprises à l'appliquer. Et tout à fait. Oui, ça permettrait de répondre à la question de qui accède à quoi, comment, où, pourquoi et depuis où. Et du coup, d'obtenir une forme de traçabilité pour savoir si la donnée, elle est proprement utilisée ou pas. Mais on en est loin. Hein. Et peut-être sur cette question, est-ce que c'est ce manque d'anticipation et de préparation au télétravail, est-ce que c'est quelque chose qui est seulement observé à grande échelle en France ou est-ce que on peut le généraliser? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser parce que pour le coup, la pandémie était, vu qu'elle existe toujours, on va sûrement en avoir pour encore un moment, elle est globale. Donc, oui, ça a vraiment concerné tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare l'Europe et les États-Unis, je ne sais pas ce que pensent Nico et Laurent, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des pays qui étaient mieux préparés que d'autres, par contre, et qui ont une transition qui était plus facile. On voit qu'il y a beaucoup de discussions au niveau des clouds souverains, etc. en Europe, parce que la plupart des serveurs sont souvent soit aux États-Unis ou les providers sont aux États-Unis. Donc, on voit qu'on commence à parler de plus en plus de cloud souverain pour garder un peu plus les data en Europe, surtout avec le GDPR, etc. Mais sinon, je ne sais pas si la transition était beaucoup plus compliquée ou pas. Je pense, enfin, tu vois, moi, globalement, en parlant avec beaucoup de clients de RSSI au niveau monde, en fait, tu vois, il y a plus de différences de préparation, pas par nation, mais par domaine vertical. Certaines industries étaient beaucoup mieux préparées que d'autres. Par contre, ce que tu dis, c'est exactement ça. La question de la confiance dans les services SaaS et cloud a évolué. Il y a eu une marche forcée aussi. Avant, tu vois, tu avais vraiment cette discussion de cloud souverain, pas cloud souverain. Est-ce qu'on va basculer les données qui étaient sur un domaine interne à l'entreprise dans une application SaaS? Je veux dire, la question se posait même plus, c'était quelle carte de crédit on prend pour payer une application mode SaaS et pouvoir permettre aux gens de continuer de travailler. Donc, globalement, cette transition s'est faite un peu partout, mais ça a ouvert de nouvelles questions et je pense que ça a aussi cassé quelques barrières. Tu vois, et tout en respectant GDPR, CCPR en Californie ou les équivalents au Brésil ou en Asie. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y avait aussi une verticalité dans les outils que tu aies envie de faire tout d'un coup de la vidéoconférence ou du chat ou du stockage sécurisé en ligne, etc. On a eu, je pense, un croisement, si on multiplie ça, entre des secteurs d'entreprise et des secteurs de besoins technologiques. Et au début, les gens y allaient un petit peu en mode timide. Ah, il nous faut de la visio, il nous faut du chat, il nous faut un dépôt de données. Ah mince, on se met chez tel opérateur pour mettre nos données, etc.
Et du coup, il y a eu cette perte de contrôle et les gens voyaient leurs données sortir du château fort pour aller se positionner sur les collines à côté, qui sont évidemment pas sécurisées, mais on en reparlera. Ouais, mais les châteaux forts, tu vois, c'est rigolo, quoi, parce qu'il y en a tout près d'ici, quoi. Et en fait, ils sont devenus des musées. Hein. C'est pas pour rien. Ils se sont effondrés depuis bien longtemps, quoi. Et puis ces mêmes châteaux forts se sont effondrés dans le domaine de la sécurité informatique. Et tu vois, ce qu'on a vu aussi, c'est que le nouveau, comment tu dis en français, backbone, la nouvelle épine dorsale de l'information de l'entreprise, c'est les outils de collaboration. Tu vois, Teams, Slack, Yammer for Work, etc. Il y avait vraiment ce basculement et comment est-ce que les politiques de sécurité, les politiques de protection de données, l'expérience utilisateur, tu vois, ont pu suivre ce mouvement. Et c'était une cadence forcée. Hein. Et on a vu ça partout. Hein. Toutes les résistances, les entreprises qui disaient je veux pas de cloud, bah, je peux te dire qu'en l'espace de quelques semaines, les mentalités ont bien évolué. Et justement, dans cette urgence de la situation, la nécessité d'effectivité et de continuation de l'activité, parce qu'on ne pouvait pas passer en temps mort, c'est souvent l'outil le plus populaire, le plus simple d'utilisation, gratuit aussi, et à la puissance marketing très poussée. On prendra l'exemple de Zoom, qui a été plébiscité. Comment on a posé la question de la sécurité? Est-ce qu'on a choisi un outil gratuit, simple et diffusable, ou est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de la sécurité et quels outils, par exemple, utiliser si vous avez des recommandations? On parle de visioconférence, de share, de chat. Comment ça s'est passé de vos côtés? Enfin, la vraie question, c'est est-ce que la question de la sécurité s'est posée? Tu sais quoi? Elle s'est posée rétroactivement. Clairement, ce qui a gagné, c'est ce que disait Christine, hein, l'expérience utilisateur. Le freemium. À quelle vitesse tu peux continuer ou faire continuer les processus de l'entreprise, la continuité. Mais on ne parle même pas de reprise d'activité, c'était la continuité de l'activité. Et ce que disait Matt, quoi, moi, on a vu ça chez tous les clients. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, tu vois, les outils de sécurité aujourd'hui, dont tu parlais, toi, Laurent, ça, cette verticalité dans les outils. L'expérience utilisateur, la façon dont la friction qu'un outil de sécurité génère vis-à-vis de l'utilisateur va être un frein à l'adoption aujourd'hui, encore plus que hier. Et ça, on l'a vu partout. C'est pour ça qu'on a vu les gens basculer sur des outils qui ont explosé. Et certains se sont fait rattraper. Tu vois, Zoom s'est fait rattraper sur ces questions de sécurité, est-ce qu'ils chiffrent effectivement de bout en bout, est-ce qu'ils ont un RSSI, quelle est leur politique de données, où se trouve leur centre d'hébergement, etc. quoi. Mais est-ce que ça fait basculer ou rebasculer les gens de Zoom sur WebEx? Non. Non, c'est vrai. Bon, donc, il y a des notions de coût. Les notions de sécurité, je suis d'accord avec toi, elles sont arrivées a posteriori. Les notions de positionnement de données aussi, sauf pour les sociétés qui respectent bien certaines règles, comme effectivement, tu parlais de la Global Data Privacy Regulation. Si tu as un DPO, tu vas pas commencer à dire je vais me mettre sur un serveur dans tel pays qui ne correspond pas, suivant tes activités. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a eu une perte au niveau sécurité, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'attaques que ça, dont on entend parler, et qui rebondissent par les maisons. Parce que tout le monde dit c'est terrible, tout le monde est à la maison, les maisons sont plus faciles à pirater, les gens vont se faire pirater, ça va rebondir dans les entreprises. Nous, je ne sais pas combien d'incidents on a traité là sur l'année qui vient de se passer, mais je n'ai pas vraiment vu tant que ça d'intrusions qui utilisent la maison. J'ai vu surtout des intrusions sur des sites RIX pas à jour, sur des sites web mal construits, etc., avec toujours le but d'aller voler de la donnée ou de la détruire. Il y a effectivement une plus grande facilité à pirater des gens à la maison, parce que souvent le produit VPN, il est assez nul. Il y a du split tunneling, il y a des choses qui sont hyper mal faites, et les gens sont à la fois pilotés par une backdoor et à la fois dans l'entreprise en train d'accéder à la donnée, et l'administrateur croit que tout est sécurisé parce qu'il y a un VPN. Il y a des logs. Oh, il y a un SIEM avec des traces. Ouais, ok, mais le pirate, il utilise l'identité de l'utilisateur. Le MFA qu'on a vu pour protéger l'accès à la donnée, on a vu sur les affaires comme SolarWinds et autres, que finalement, tout le monde sait que c'est quand même pas hyper difficile de bypasser, de contourner le MFA. En gros, si on réutilise, sur certaines applications faciles, les cookies qui sont dans un browser ou qu'on s'est injecté dedans et qu'on bénéficie de sa session, ok, on accède aussi à la data, même s'il y avait du MFA. Bon, il faut attendre que le mec soit logué, donc qu'il bosse. Donc effectivement, pour certaines entreprises, c'est plus dur. Mais les entreprises où c'est des hard workers, c'est plus facile. Ouais. Mais tu vois quoi, je pense que tu touches vraiment deux sujets qui sont super importants. La sécurité de l'infrastructure, et puis Matt avec quelques exemples sur, je sais pas, les hôpitaux en France, et la sécurité de la donnée. Et c'est des choses qui sont complémentaires. C'est pas en adressant l'un ou l'autre
seulement que tu vas arriver à sécuriser l'ensemble. Et tu vois, c'est des choses que beaucoup de RSI, de SI et de DSI n'ont compris que très tardivement. Et l'autre point, tu as peut-être pas vu toutes ces attaques, mais par exemple, chez nous, la Forcepoint X Labs, je me souviens au début de la pandémie, quand on parlait de février-mars l'année dernière, le nombre de phishing qui était vraiment ciblé sur les outils de collaboration, on en avait à un moment, c'était passé de quasiment zéro, allez, on va dire base zéro, à 1,5 million par jour. Donc clairement, tu vois, la compromission de l'utilisateur pour du vol de credentials a explosé. Et tu vois, les thématiques, c'était toujours Covid, des trucs sur les vaccins, sur la pandémie, et puis il y a beaucoup de Office 365. Parce que tu savais que les gens avaient basculé. Donc tu vois très bien comment ces bandes organisées ou pas, tu vois, ont basculé leur modèle opérationnel. Nous, on l'a vu au début, hein, clairement. Il y a vraiment eu ce pic février, mars, avril l'année dernière. Ouais, c'est ce que je voulais dire pour tout ce qui est phishing, parce que si tu réfléchis de la part d'un attaqueur, une des attaques qui marche le mieux pour faire du profit, c'est tout ce qui est business email campaign. Donc c'est pour ça qu'Office 365, c'est en milliards par an en termes de fuite, avec les fausses factures, etc. Parce que si tu réfléchis bien, si tu es un attaqueur, qu'est-ce que tu vas faire pour te prendre avantage de la crise? Il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. Les données, ça t'intéresse pas tant que ça, quoi. À moins que tu fasses de l'espionnage industriel, c'est surtout pour intercepter des factures et les modifier, récupérer de l'argent, ou faire du ransomware ou de l'extorsion. Ah, mais là, tu vois, je suis pas complètement d'accord. Tu vois, des attaques comme aux États-Unis contre OPM l'année dernière. L'objectif de l'attaquant, qui est sans doute étatique par derrière, tu vois, c'est de construire un graphe social de toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont récupéré tous les fichiers de toutes les personnes qui travaillent pour l'administration américaine, avec leur background check, avec leur niveau de clearance, etc. Ça rentre dans l'espionnage. C'est pas espionnage industriel, mais c'est juste espionnage. C'est espionnage qui devient l'espionnage économique, tu vois, qui va servir aux entreprises, tu vois, l'histoire de faciliter des contrats commerciaux par après. Donc, il y a les petites PME qui se font avoir avec du ransomware ou du rançongiciel. Et puis les gros qui passent un peu sous le radar, mais le but est à long terme. Tu vois, c'est le long game. C'est pas juste un truc, envoyez-moi 3 bitcoins. Bah là, sur ce sujet, Nicolas, j'ai peut-être une bombe à balancer. À Tetris, vous le savez, on a des honeypots. Alors, ça va te faire rigoler, vu qu'on faisait partie du Honeyneck Project aux États-Unis ensemble il y a longtemps. C'est vieux. Mais en gros, on a fait des tests, mais ça fait des années que je fais ces tests, ça fait plus de 20 ans à peu près, où tu crées des boîtes aux lettres dans le monde et tu t'amuses sur différents services, dont des services qui ne supportent pas très bien le HTTPS, etc. D'autres, oui, et différentes configurations. Et tu t'amuses à t'envoyer des mails en passant par des serveurs dans certains pays et faire passer des mails en clair, etc. Et sur des boîtes nouvelles. Normalement, personne n'est censé t'envoyer des mails si c'est ton adresse, c'est h290 pkf821 bidule @hotmail.com, quoi. Blague, tu reçois du phishing dessus avec des attaques. Et là, en fait, ce que tu peux comprendre, c'est que la data qui correspond à toutes ces adresses mail, elle est interceptée de manière illégale. En tout cas, pas illégale, mais on va dire, elle est interceptée probablement par des moyens type service étatique. Et ensuite, c'est la mafia qui utilise le truc. Ça veut dire que il y a des pays dans le monde qui font de l'interception illégale, ou alors légale si c'est dans le spatial, comme on le voit dans les fameux combats en ce moment sur les débats sur le juridique, la cyberguerre et le spatial. Et effectivement, en tout cas, il y a des interceptions étatiques qui sont faites, dont la data ensuite doit être, j'imagine, donnée à des attaquants mafieux qui les utilisent pour faire des attaques. Parce qu'effectivement, si tu es capable d'intercepter tous les flux qui passent sur un câble qui rentre en Europe, et que tu as tous les jours des millions d'adresses mail, et que tu prends ces adresses mail et que tu les donnes ensuite à la mafia, et que la mafia utilise ça pour attaquer, c'est un problème. Donc je pense qu'il y a une porosité que l'on peut prouver de manière scientifique. En tout cas, personnellement, c'est Tetris qui l'a fait, on a vu qu'il y a une espèce de gros mensonge international, et qu'en fait il y a des pays offensifs, on va pas les nommer, mais tout le monde les connaît, qui utilisent des moyens de type espionnage, service de renseignement, pour faire après en fait du phishing. Et ce phishing-là, quand on regarde ensuite les liens, etc., souvent c'est pour mettre des implants. Et ces implants, il y en a plein en Europe, plein en France, je suppose, et pas que dans des PME ou TPE, je pense dans des grands groupes aussi, qui attendent. Et ils attendent quoi? Ils attendent probablement un ordre pour dire tiens, je shoot derrière les lignes plein d'entreprises.
Donc on va vers un problème parce qu'effectivement, il y a eu un usage extrêmement malveillant avec une collusion et une porosité entre certains services d'espionnage et des hackers. Je dis ça, je dis rien. Justement, là, on parle beaucoup de problèmes, de lacunes. Comment aujourd'hui, à court terme, est-ce qu'on a la capacité de remédier à ces problèmes de sécurité? Et quels sont les prérequis en fait pour pouvoir sécuriser nos entreprises et aussi nos administrations, parce qu'au final, le problème est le même entre public et privé. Est-ce que c'est un besoin technologique? Est-ce que c'est un besoin d'investissement financier? Est-ce que c'est un besoin législatif? Voir un besoin tout simplement de processus et d'étendre des politiques de sécurité, de protection des données qui s'appliquaient aux 4 murs ou au château dont parlait Laurent, et de le faire suivre un peu partout. Tu vois, de rattacher ces politiques de sécurité dans les outils aux utilisateurs et plus uniquement à l'équipement qui se trouve sur le bureau au 4e étage. Donc c'est ça, et beaucoup d'entreprises n'avaient pas ni l'approche, ni la vision, ni les outils technologiques qui leur permettaient de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions entre les utilisateurs et les données dans ces nouveaux modes de fonctionnement. Que ce soit pendant la pandémie, j'espère qu'on est au bout, mais aussi, je pense, post-pandémie à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est pas juste le télétravail qui va rester, enfin on l'espère, une certaine forme de télétravail, mais on espère aussi que les entreprises ne vont pas, enfin de toute façon les utilisateurs vont se rebeller. Je pense qu'il y aura un peu une révolution si jamais les entreprises essaient de faire marche arrière sur aussi les outils de productivité qu'ils ont mis à disposition aux utilisateurs. Ouais. Laurent rigole, qu'est-ce que tu as prévu? Non, c'est parce que je me dis que c'est tellement vrai, je le vois en interne, enfin on n'est que 140 à Tetris, mais à la direction technique de Tetris on est 100, et c'est sûr que c'est une des grandes questions. On est tous en télétravail, nous on utilise plus des produits open source pour tout ce qui est visio et compagnie, ou même chat, mais mis sur des équipements, enfin des serveurs souverains, comme tu disais Nicolas, notamment nous on utilise par exemple OVH Cloud. Et l'idée c'est, si après un jour tu enlèves ces acquis qui sont restés quand même pendant plus d'une année pour l'instant, et ça risque de durer encore au moins un petit peu, on verra bien. Du coup, je pense qu'effectivement, ça sera impossible. Et notamment, à un moment, Nicolas, tu disais que les nouvelles générations refusaient... tu as parlé de user experience plusieurs fois, et je pense que tu as raison, c'est un des problèmes. Et avec la nouvelle génération qui arrive, eux, si tu veux, comme ils avaient des tablettes, des téléphones et tout ça, ils ont l'habitude de maîtriser leurs propres trucs, faire leurs actions. Si on leur dit, bah tiens, tu as un système pourri sur lequel tu as le droit de faire 3 actions, etc., en mode utilisateur et expérience, ça sera un échec. Et du coup, ils iront vers la simplicité, c'est sûr. Et si, pour le temps qui nous reste, si on se concentre sur des exemples d'incidents, on voit qu'il y a tout type d'incidents en fait qui peuvent toucher nos données parce que la donnée est partout. On parle de cyberespionnage, on l'a déjà évoqué, de cybersabotage, de prise d'otage de données, voire de suppression. Les modus operandi sont vraiment très différents et les motivations aussi. On a parlé d'État, on a parlé de groupes de mafia. Si on doit prendre une attaque, si vous deviez choisir une attaque, laquelle serait-elle et quel est l'impact engendré par cette attaque? Matt, peut-être? Pour tout ce qui est modus operandi, de quel côté? Quelle attaque, par exemple, sur les données t'a intéressé, t'a particulièrement en fait marqué? Après, c'est comme ce que disait Nico, c'est pas forcément ce qui était le plus intéressant, mais tout ce qui est phishing, il y en avait beaucoup. L'an dernier, il y avait un groupe qui a été commencé par des amis qui s'appelait le CTI League, donc le Counter Threat Intelligence League, dédié au Covid. Donc j'avais fait partie des premiers membres. On a plusieurs channels donc pour faire de la veille sur différents topics, que ce soit les malwares, les noms de domaine, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de noms de domaine qui étaient créés à chaque fois. Il y avait beaucoup de phishing. Et tout ce qui était malware, qui était spécifique, etc., c'était très timide. Il n'y avait pas énormément de choses. Donc, c'était vraiment, comme ce que disait Nico juste avant, il y avait un gros focus sur les utilisateurs. Et en plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en pleine pandémie, surtout au début, il y avait un peu un état de stress psychologique du point de vue des utilisateurs qui les rendait aussi plus vulnérables. Et donc, forcément, ça, c'est des atouts, c'est des points plus pour les attaquants. Après, sauf si on rentre, quoique, on remarque même aussi dans tout ce que
on disait juste avant, dans ce qui est espionnage étatique. Donc pareil, surtout dans l'industrie publique, etc., il y a encore moins d'awareness que dans les entreprises privées. Donc ça faisait... les attaques les plus simples ont été les plus efficaces, je pense, de ce côté-là, avec la pandémie. On a vu très très peu de grosses attaques, à part des cas de la SolarWinds, etc., qui étaient un peu complexes, ou même récemment ce mois-ci avec le Colonial Pipeline. Ça reste quand même des cas très isolés si on regarde comparé au nombre d'attaques qui sont arrivées depuis le début de la pandémie. Mais Matt, je peux te poser une question du coup, vu que tu fais beaucoup d'expertise extrêmement bas niveau que peu d'entreprises sont capables de faire sur la planète, est-ce que tu as déjà vu justement sur l'année en cours, on va dire pendant cette période Covid, des choses spéciales dans tes analyses mémoire, dans tes analyses forensiques, des trucs un petit peu, des petites tendances, pas forcément des trucs d'experts, mais de nouvelles tendances offensives que tu aurais identifiées dans tes analyses d'experts? Des nouvelles tendances depuis le début de la pandémie et spécifiques à la pandémie, pas du tout. Ok, donc en gros, ça serait les mêmes, malgré le fait que tu sois extrêmement bas niveau dans les analyses, ce serait les mêmes modus operandi justement qu'avant, mais qui fonctionnent mieux avec ce niveau de stress dont tu parles et cette situation chaotique. Voilà. Et quand tu regardes, tu vois, les attaques contre la chaîne logistique, tu vois, tu parlais de SolarGate, SolarWinds et compagnie. Et toi, tu vois, Laurent, la part des open source et la confiance dans les librairies tierces. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est juste, ça s'est explosé, mais les attaques sont les mêmes, quoi. Et moi, ce qui me fait plus, tu vois, sans parler d'attaques spécifiques, mais ce qui m'a fait, enfin, ça me fait rigoler, mais tu vois, la plupart des groupes qui font du ransomware aujourd'hui, c'est complètement asymétrique. Tu vois, ils cherchent pas vraiment quelqu'un en particulier, ils touchent quelqu'un, et puis voilà, et puis tu as leur support en ligne. Le support en ligne qu'ils fournissent, c'est sans doute meilleur que le support en ligne que fournit Tetris et peut-être ton FAI. Et puis derrière, non mais c'est ça quoi. Tu regardes ce qu'ils font. Et puis tu vois, le jour dans le Financial Times, ils disaient même, on est désolé, tu vois, Colonial Pipelines, on est désolé, on n'a pas fait exprès. Tu vois, ils ont quasiment une intelligence émotionnelle supérieure à des gens normaux quoi. Donc tu vois, c'est hallucinant quoi. C'est plus les gars qui opèrent comme toi et moi il y a 20 ans. Du fin fond de nos caves, mais tu vois, ils ont quasiment pignon sur rue, ils ont service support, et puis ils sont même sympathiques quand tu les appelles, que tu as besoin d'aide, quoi. Et on est désolé de vous attaquer, et puis merci de payer, quoi. C'est quand même, je veux dire, est-ce que c'est les mendiants du 21e siècle? Ah oui, ça c'est une vraie question. Il faut pas dire ça en même temps, parce qu'il va falloir y racheter mendiant. Mais alors, désolé, je peux pas m'en empêcher. Non, tu as complètement raison. C'est vrai que ça a vraiment changé là-dessus. Et c'est l'appel de l'argent, en fait. Il y a tellement d'argent à se faire. Là, on voit bien, quand l'ANSSI a annoncé ces derniers jours qu'il fallait que la France arrête d'être une poule aux œufs d'or au niveau assurance. Et d'ailleurs, on peut saluer qu'il y a de vraies initiatives intellectuelles du côté de AXA, par exemple, qui a eu une vraie prise en compte de la problématique immédiatement. Et je sais qu'ils anticipaient déjà ça, parce qu'ils ont des gens hyper smart sur la cybersécurité. Du coup, je pense qu'effectivement, il y a ce problème de destruction de la donnée, et pour pouvoir récupérer sa donnée, on est loin de s'en être sorti. Et comme disait Matt, et c'est clé le sujet qu'il a dit en fait, c'est les outils d'attaque, c'est toujours les mêmes qu'avant en fait. C'est juste que ça marche encore plus facilement. Et de toute façon, c'est normal, tout le monde dit ah bah ouais, j'ai un antivirus, j'ai un firewall, j'ai une équipe cyber bidule, ou alors j'ai un EDR, mais en fait l'EDR, tu testes Mimikat, personne, il arrête rien. Parce qu'il y en a plein, hein, des EDR, même des EDR soi-disant officiels, etc., qui marchent pas. Donc au final, tout est pour eux, tout est hyper facile. Nous, sur les pentests, je vois les multinationales, c'est 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 semaine, et t'es dedans. Ouais, et puis, ouais, vas-y, Christine, pardon. Oui, pardon, je vois que le temps file. Si je peux poser la question de la fin, est-ce que finalement la surexposition des données, mais aussi cette pression en fait psychologique, a-t-elle permis de faire émerger une véritable stratégie, une véritable pensée de sécurisation? Et finalement, si on pense le post-pandémie en étant optimiste, de retour au bureau, que va-t-il rester? Vas-y, Max, vas-y. J'allais dire, déjà, ça revient à ce qu'on disait juste avant. Est-ce qu'il y aura un retour au bureau? Ça va sûrement être partiel.
Et après, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de headlines depuis le début de la pandémie pour des incidents cyber. Donc, forcément, en conséquence de cause, ça crée de l'awareness au niveau des utilisateurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle de cybersécurité. Il y a même ma mère qui m'envoie des liens, etc. Il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. Pareil, même il y a 10 ans. Si tu pouvais cliquer sur le lien que t'envoie ta mère, on attend que tu cliques à chaque fois et c'est... Non, je pense que c'est le petit chaperon rouge, c'est ça que tu es en train de lui raconter, Laurent? Ah oui, c'est ça. Mais sur ce que dit Christine, c'est tellement juste. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on voit que dans les vrais grands boards de grands groupes, maintenant, la cyber, elle est absolument à l'agenda. Et on peut penser que d'ici 2023, on voit commencer à apparaître de nouveaux postes de gens qui sont rattachés en haut, y compris rattachés au président dans certains pays, comme aux États-Unis, etc. Donc, on peut imaginer qu'il y a une gouvernance de la cybersécurité qui va s'organiser suite à tous les coups que la planète vient de prendre sur ce sujet. C'est comme ça que je vois. C'est vrai qu'en France, est-ce qu'on a des postes au gouvernement dédiés à la cyber comme il y a aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a quand même énormément d'agences, etc. Est-ce qu'on a vu ça avec, comment il s'appelle, Chris Krebs, quand il est parti du gouvernement? Au gouvernement, c'est quoi les équivalents? Il y a l'ANSSI, il y a le ComCyber, mais il n'y a pas de coordination justement pour chapeauter toutes ces multiples initiatives et projets. Nicolas, peut-être un mot de la fin sur ce Non, poste. je pense que j'allais dire exactement la même chose que Laurent. Tu as la prise de conscience au niveau des conseils d'administration, le fait que la DSI et le RSSI, c'est pas juste un point de budget ou tu vois une source de coûts, mais que c'est des partenaires business et que s'il n'y a pas ce partenariat entre le business et la sécurité, ben, les entreprises tu vois, vont avoir vraiment des problèmes dans le futur. C'est exactement ça. Donc, c'est exactement ce qu'on voit. Et puis, tu vois, maintenant, on parle des deux extrêmes. On fait beaucoup plus attention aux utilisateurs, ce que disaient Laurent et Matt aussi. Et de l'autre côté du spectre, bah, les conseils d'administration qui sont à des années-lumière de l'employé, etc., bah, il y a cette prise de conscience. Et je pense que ce côté transverse est vraiment ce qui va aider. C'est ça, quoi. C'est pas juste la partie outils, mais cette prise de conscience et cette prise de responsabilité aussi au plus haut niveau. Que ce soit côté commercial des entreprises ou ce que disaient Matt et Laurent des différents gouvernements. Finalement, le développement d'une véritable culture. Oui, comme d'ailleurs... Oui. Laurent? Non, la culture, je suis tellement d'accord avec toi. On voit, par exemple, qu'en Australie, tu vois, ils sont en train de réfléchir à donner des cours dans les écoles pour créer cette culture, justement. Mais là, je crois que la ministre des Armées a indiqué en 2019 qu'elle a parlé de cyberguerre en disant que c'était invisible pour les citoyens, et pas que les citoyens de France. Et de mon côté, pour conclure, je dirais la phrase de Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est « Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager ». Et je pense que ce que l'on est en train de vivre, avec certaines puissances qui sont extrêmement offensives, c'est ils jouent avec nos biais cognitifs et notre mauvaise préparation, et puis surtout notre manque d'humilité face aux technologies, avec des normes et des trucs qui ne servent à rien. Eux, ils profitent de ça, en fait. On a des petits lapins et des chasseurs de l'autre côté. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais ça, c'est intéressant, tu vois. Et tu vois, Christine parlait un peu de l'aspect gouvernemental, de la réglementation, etc. Et là, tu viens de casser tout ça en disant finalement que l'autorégulation, c'est ce qu'il faut dans un monde de chasseurs et de lapins. Oui, alors... Parfait, nous finirons sur une touche libérale, pardon Laurent, mais le temps file. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci et Christine. Puis, on se retrouvera peut-être pour une prochaine conférence de Aquitaine. Nous avons encore plein de choses à nous dire. Bonne continuation et merci d'avoir écouté. Merci Christine.